Ben oui. Alors, bienvenue à la librairie Gallimard pour le lancement du livre de David Hummel, Le portrait d'un homme sur les décombres, dans la version française de The Takedown. The Teardown. The Teardown, et non pas The Tear. The Teardown. The Teardown. J'ai lu le français, hein? Il y a tear et tear, Oui, c'est le même mot. c'est la même chose. On a fait exprès. D'ailleurs, c'était un peu exotique pour moi de lire David Hummel en français. J'ai plutôt l'habitude de lire ses textes dans la version originale. C'est une très belle traduction que l'on doit à Jean-Marie Jo, qui est avec nous ce soir, qui est éditeur chez Léméac. On va prendre quelques minutes pour parler de ce livre. Je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui se passe dans l'intrigue, même si une de mes amies m'a demandé ça tout à l'heure. On va parler de manière un peu générale des personnages, des thèmes, de manière à ne pas hypothéquer votre plaisir de lecture éventuel, enfin garanti même, par David, sinon remboursement. Alors, ce livre met en scène Phil Brenner, qui est un journaliste. Il fait des reportages de fond un peu partout à travers le monde, moins qu'en vieillissant. On l'a plutôt gardé au pays, et le pays, c'est les États-Unis. Marié à donc, cette femme qui travaille dans le milieu hospitalier, et ils ont 2 filles. Dana, qui semble troublée, en tout cas, on l'a dit anorexique, on l'a dit obsédée, obsessionnelle, et la plus jeune, Megan, qui vit dans le sous-sol et qui accueille ses amants dans le sous-sol familial. Je passe sur les détails. On pense qu'elle fait ça. On pense qu'elle fait ça, mais elle le prétend aussi. Oui, oui. Bon, il ne faut pas toujours croire ce que les gens disent. Surtout les adolescents. Et Phil, en tout cas, lui, il est inscrit à un groupe de soutien sur le deuil. Et lui, il est en deuil de sa fille, la plus vieille, qui avait commencé une carrière universitaire et ses obsessions tournent autour de toutes sortes de choses. On dit qu'elle était anorexique, elle écrit sur la famine en Ukraine, du temps de Staline, et on y apprend, bien sûr on le savait, qu'une famine ce n'est pas un phénomène naturel, c'est man-made, comme on dirait chez les Anglos. Un phénomène politique. Un phénomène politique, et donc... Punition politique. Et donc lui, qui dans ce groupe de soutien dirigé par le docteur Sheridan, a rencontré une femme par qui il est attiré. Un soir où elle accueillait ses patients, entre guillemets, tous chez elle. Et là, il va se développer une relation entre ces deux-là autour du fait que cette femme a une enfant qui a été abusée par son père, en parlant l'ex-mari de la femme. Puis là, déjà, j'en ai trop dit, puis on va faire parler David un peu. Et cette question du deuil, j'ai l'impression que c'est le moteur de l'action et c'est le thème que tu avais cherché à explorer d'abord et avant tout. Alors, j'aimerais t'entendre sur cette question du deuil. Pourquoi? Et c'est particulier parce que dans son cas, elle n'est pas morte, sa fille. Il suit il est dans cette thérapie pour le deuil pour quelqu'un qui est encore là. Oui, d'ailleurs, les deux sont en deuil pour des personnes encore vivantes. Des personnes que les deux, Phil et Lynn, je pense. Oui, Lynn. J'ai pris des noms très anglo-saxons cette fois. Oui. Sans saveur ethnique, pour une fois, parce que je suis un peu tanné. De tes propres choix de noms. Oui. Je peux dire que c'est dans le roman. Donc, ils sont dans un groupe de soutien pour le deuil, pour les personnes qui ne sont pas mortes et pour les personnes que les deux n'ont pas perdues. Ben, dans son cas, à elle, puisqu'elle est, en anglais, on dirait estranged, oui. Elle s'est aliénée, sa fille, quand même. Oui. Mais ils ont trouvé, les deux et d'autres ont trouvé une thérapeute qui s'appelle Anne Sheridan, qui, selon elle, la perte, c'est la condition de l'existence même, donc nous sommes tous en deuil de quelque chose. Oui, en deuil de quelque chose. Donc, tous et toutes sont bienvenus dans mon groupe. Alors, on ne sait pas si c'est un coup de marketing. Parce que c'est une sorte de gourou. Oui, un gourou avec lequel, finalement, notre héros rompt à la fin. Pas à la fin, mais avant la fin. C'est toi qui dis. Ah oui. Moi, j'ai essayé de rien dévoiler. J'ai dit strict minimum pour qu'on comprenne. Okay.
j'ai pas dit ça. Mais c'est pas très important. Alors, mais la question du début, enfin, c'est qu'est-ce qu'elle a la fille? Sa fille aînée semble avoir anorexie, de troubles ça, etc. Puis c'est comme un genre, ce sont des troubles transitoires, comme on dit dans le métier. Et j'ai quelqu'un dans le métier ici ce soir qui m'a aidé sans le savoir. Et puis, parce qu'au début, j'avais une question que je gardais pour moi, et c'était une de ces petites phrases bizarres que les écrivains gardent pour elle, au début, quand ils travaillent, ou elle travaille, c'est que si une personne a un trouble mental qui s'avère transitoire, c'est-à-dire qui s'en va, où va le trouble? C'est une très bonne question. Et il va où? Ben, c'est justement, je voulais savoir où va cette détresse, ce trouble, ce désordre, comme on dit en anglais. Et puis, et pourquoi il est parti? Pourquoi le trouble est arrivé? Pourquoi est-il parti? Et où est-il allé? Et c'est un peu comme un livre... Comment il se transforme? Oui, oui. C'est comme le livre de Paul Jean que Marie-Louise Gay a fait il y a des siècles, Où il va. OK? Sauf que c'est un peu comme... Non, ça fait depuis avant notre connaissance. Et puis, mais où va-t-il? Et est-ce qu'on devrait aller dans ce territoire où sont rangés les troubles mentaux transitoires? C'est un peu comme Orphée qui descend pour chercher sa bien-aimée. Et oui, il ne doit pas regarder derrière. Oui. Alors ça, c'était la phrase que j'ai gardée pour moi pendant 4 ans, pendant que je faisais... Il y a une et deux et trois versions. Oui, oui, surtout une première version dont j'avais tellement honte quand je l'ai relue que je l'ai vendue aux archives. Non, sérieusement. Plus tard. Donc, ça, c'était le point de départ. Et le point de départ, c'était aussi une version, un brouillon qui était vraiment très, très mauvais, qui m'a permis d'arriver à quelque chose de mieux. Mais c'était quoi la question? On était parti du deuil. Oui, oui. Donc, le deuil, c'est comme une valeur universelle, c'est comme partout, c'est un de ces trucs que nous vivons tous et toutes, et est-ce qu'il y a de quoi faire un groupe de soutien avec ça? Et puis, mais c'était aussi une façon de mettre en scène des personnes. Parce que si je vous dis ce soir, après, on va aller chez une telle thérapeute, et puis on va faire un petit 5 à 7, enfin 7 à 9, ou 7 à 8, avec un groupe de deuil. Alors, évidemment, vous allez dire oui, parce que vous allez rencontrer des gens. Donc, et puis, vous allez rencontrer des semblables. Et puis, vous aurez tout de suite une clé pour les conversations. Donc, c'est une façon de mettre en scène... Il y avait le vin aussi qui était la clé de la conversation. Oui, mais parce que la thérapeute ne veut pas que ses clients, enfin ses patients, restent trop longtemps, donc il n'y a pas beaucoup de vin. Il n'y a pas beaucoup de vin. On y reviendra tantôt parce que je vous lirai un extrait du livre. Mais j'allais parler, je vais juste ouvrir une autre parenthèse sur cette question du deuil, parce qu'il me semble que Phil, s'il a quelque chose dont il porte le deuil, c'est sa relation de couple avec Amy, sa femme. Ouais. Écoute, c'est pas vraiment un truc typique où l'homme et l'époux et l'épouse sont à couteau tiré. Non, ils ne sont pas à couteau tiré. Non, mais ils ont une espèce de non-relation. Ils habitent le même espace. Ben, évidemment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est... Et ceux et celles entre vous, parents, vous savez que vos enfants ou votre enfant est un genre de champ de bataille pour les deux parents. C'est-à-dire que vous êtes en compétition, en concurrence pour l'affection des enfants. OK, ma fille m'aime moi plus qu'elle t'aime toi, mon épouse. Si vous avez cette relation-là, il y a quelque chose d'autre qui cloche. Oui, oui, les enfants sont toutes sortes de champs de bataille. On essaie, je parle du couple dans le livre. Évidemment, dans le livre. Oui, parce que dans la vraie vie, je n'ai pas de fille. OK? Dans la vraie vie. Non, je sais. Mais donc, dans le livre, donc, les deux filles, chacune avec leur particularité, leur vie cachée,
sont un peu, pas un genre de bataille, mais sont un genre d'enjeu, de rivalité entre les deux. Oui, entre les deux parents. Et puis, le père Phil pense qu'il mène. Parce qu'il passe beaucoup de temps avec sa fille aînée en train de lire ses chroniques de ce que les gens... Parce qu'elle écrit. Oui, elle écrit comme lui. Elle écrit sur ce que les gens mangeaient en Ukraine pendant la grande famine au début des années 30. Des hedgehogs, c'est quoi? Des hérissons, des orties, même des rossignols. Rossignol et Hérisson, oui. On en fait de l'humour. Là. Oui, ça fait un jeu. Ça pourrait être le nom d'un groupe. Hein. Oui. Donc, il pense que c'est lui qui est plus proche de sa fille et qui a l'ascendance affective. Il le pense, mais elle le pense aussi. Amy lui en veut presque d'être... Oui, mais lui découvre sans rien révéler qu'il est moins au courant de ce qui se passe sur son toit qu'il le pense. Ouais. L'autre thème qui est fort, c'est cette question qui tracasse Dana, l'aînée, la fille problématique, plus que l'autre. C'est la question de la dualité entre l'agresseur et la victime. Et ça revient, et ça revient même dans la vie de Phil. Oui, bon. Que dire là-dessus? T'aurais dû me dire ça avant. Moi, je l'ai découvert dans le livre, donc je pensais que tu le savais. Je devrais savoir ça, j'ai même fait un film sur ça. Oui, c'est que... Non seulement un film, mais un autre livre. Oui. Speaking Cure. Oui, parce que, écoute, la personne qui semble être victime de ses émotions, être victime de ses troubles personnels et tout ça, est aussi une manipulatrice ou un manipulateur et quelqu'un qui doit négocier avec le mal, mais aussi qui s'en sert pour manipuler d'autres. Enfin, c'est assez compliqué. Et puis les gens dans le métier vont connaître ça peut-être. C'est que au début, on voit... Quand tu dis le métier, tu parles de la thérapie. Oui, on voit sa fille à Phil, Dana, qui est comme quelqu'un qui est un peu prisonnière de sa chambre et qui est en train d'écrire des histoires impossibles sur le fait qu'on mangeait des rossignols et des hérissons. Mais à un moment donné, on comprend avec son père que cette personne était très forte et peut sortir de son personnage de petite victime quand elle voudra. Et puis c'est à ce moment-là que Phil décide, lui fait une offre pour aller faire un travail avec lui. Ouais. Le travail, entre autres, dans son cas, lui, puisqu'il est journaliste, et il y a beaucoup de réflexions dans ce livre sur la fonction du journalisme, et je sais que c'est un métier que tu as pratiqué aussi, que tu pratiques toujours aussi, mais tu sais, la fonction du journaliste qu'on décrit souvent, et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, comme l'historien du présent. Oui, c'est que, bon, on sait, parce qu'on n'a pas lu la presse en copie papier depuis quelque temps, et les autres aussi, que le journalisme est en crise. En fait, c'est le journal qui est en crise. Le journalisme continue. Oui, on l'espère. Oui. Le New York Times va très bien depuis que Trump a été élu. Mais, et le Washington Post. Oui, et tous les autres. Mais donc, on offre à Phil de suivre la route Balkan des réfugiés en 2015, en automne 2015. C'est un voyage que j'ai fait avec Marie-Louise d'ailleurs. On était au parc derrière le ministère des Finances à Belgrade où tout le monde lavait son linge et puis séchait le linge sur les buissons et puis on a apporté de quoi. Excusez-moi, on a besoin de ça. Je pense que vous entendez même sans le micro. Hein. Oui. Mais ce qui est curieux dans ce cas-là, c'est que normalement, si moi je suis journaliste et je décide d'aller à Belgrade en mars 99, parce que je sais que l'OTAN va bombarder la Serbie, comme si c'était le cas, je ne vais pas amener ma fille. Mais lui pense que ça, c'est la chose à faire parce que il veut... It's a bonding situation. Il va reprendre du terrain de son affection à elle. Mais évidemment, il se passe toutes sortes de choses en mission.
qui sont, je pense, c'est pas des choses horribles, mais il y a des révélations dans des motels qui sont habités par des réfugiés. Évidemment, c'est une jeune femme, donc elle peut parler avec des réfugiés femmes, un acte que lui ne peut pas faire. Oui. Donc, il y a des aventures. Et il y a aussi une sorte de révélation, on va juste dire ça. On va juste dire ça, on va laisser encore une fois les gens découvrir en disant, mais et dans ces autres thèmes, avant que je passe aux personnages, ces autres thèmes qui m'ont intéressé et qui ne sont pas nouveaux chez toi, il y a le poids de l'histoire, avec un grand H, puis je pense toutes les lettres en majuscules. Oui, c'est parce que finalement, quand j'étais un peu inspiré par l'histoire qu'un ami à Belgrade m'a racontée, c'est qu'il a rencontré une réfugiée afghane qui a passé du temps en Iran, et pendant qu'elle était en Iran, elle est devenue un auteur best-seller. Elle est devenue très célèbre en Iran. Elle a vendu je ne sais pas combien de livres qu'on peut vendre en Iran, et finalement, elle a réussi à quitter en Iran parce que pendant tout ce temps-là, sa destination, c'était l'Europe. Donc, elle est passée par, Macédoine, Serbie, etc. Et on l'a trouvée là. Elle commençait elle écrivait sa route. Et puis, je me suis dit, un peu pensant à ma famille, ou à moi, ou à toi, dans ce lot d'immigrants ou de réfugiés, il y a combien d'écrivains? Bon, il y a des chauffeurs de taxi, il y a des animateurs à la radio, il y a des romanciers, il y a tout. Alors, qui sont ces gens-là et à quel moment... Ils vont se révéler autre ce qu'on pensait, autre chose que juste réfugiés. Oui, oui. Et à un moment donné, ils vont raconter leur histoire. Et comme a dit mon ami à Belgrade, je vais le dire en anglais parce qu'on se parle, il dit Everybody will say we never knew they were going through such terrible experiences. Évidemment, c'est ridicule. Enfin, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce que les gens subissent, mais on va un jour lire le roman ou les chroniques de quelqu'un ou de plusieurs personnes dans ce groupe-là. Et je vois ça, écoutez, je travaille je travaille comme écrivain en résidence dans la Chine. Puis j'ai des filles de 10 ans de Nigeria ou des Cameroun qui écrivent comment elles sont arrivées ici. Mon père voulait quitter parce que sinon on aurait été sacrifiés. J'ai dit, oh, ok. Donc, il y a des histoires, on n'a pas besoin d'aller au Balkan. Non. Alors, on peut aller à la Chine, à la bibliothèque, les samedis après-midi. Donc, c'est sûr, comment l'histoire fait de nous des écrivains. Et tous ces personnages qui sont très très forts, il y en a un que j'ai particulièrement aimé, c'est un personnage secondaire, c'est son ami Bruno. Ah oui. C'est l'ami de Phil, chez qui il débarque pour prendre du vin. J'ai l'impression qu'il est meilleur thérapeute que Sheridan, que le docteur Sheridan. Oui, Bruno, c'est c'est un personnage, c'est l'ami de Phil, et c'est curieux, je suis béni parmi tous les hommes parce que j'ai de bons amis comme Patrick, et j'ai quelque chose à te dire devant tout le monde dans un instant. Stanley, Mauricio et compagnie. Et je me suis rendu compte que j'ai jamais écrit sur l'amitié. Donc, il y a Phil qui vit en famille et parents et tout ça. Et son ami Bruno qui s'est infligé une punition, en quelque sorte, il vit en reclus. Dans il a raté toutes ses histoires d'amour. Oui, dans un appartement sous-étudiant, enfin sub-étudiant et tout ça. Mais donc, il a coupé toutes ses relations avec tout le monde. Mais pour Phil, c'est un peu le lieu de la libération, qui est un peu malsain. Mais chaque fois, mais c'est aussi une critique sans pitié du comportement de Phil. Oui. C'est là que je dis qu'il est meilleur thérapeute. Oui, il lui donne toujours leur juste. Oui. À propos de Lynn, notamment, cette femme qu'il a rencontrée. Oui, il accuse Phil de vouloir consoler cette femme, Lynn, au lieu de l'aimer. Et si tu ne la veux pas, je vais la prendre.
Oui, bon, ça c'est un peu l'humour masculin, un peu, mais quand il dit tu veux la consoler, le mot consoler à ce moment-là, c'est comme gifler. C'est pas aimer. Pendant une bonne partie du roman, il y a cette espèce de tension entre les deux. On ne sait pas s'ils vont, s'ils vont maintenant pas consoler, mais consommer. Oui. Qui sait? Je pense pas que les écrivains choisissent les références littéraires ou autres par hasard. Et ce lieu où ils se rencontrent, Phil et Lynn, s'appelle la maison de poupée. On fait des blagues autour de Gibson. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, cette référence-là? Ben, finalement, c'est un bar où j'allais quand j'ai vécu. Ah, ça existait, ça? Quand j'ai vécu dans la petite ville industrielle de Beloit, ou Bellois pour vous, dans le Wisconsin, et puis ça s'appelait The Dow's House. Excuse-moi mon accent. The Dow's House. The Dow's House. Et puis on pensait, nous, bon, je travaillais dans une usine, mais quand même j'étais littéraire. Je pensais, Ibsen, mais non, le gars qui était le propriétaire s'appelait Mr. Dahl, D-A-H-L. Okay. C'était pas plus littéraire que ça. Et puis les waitresses étaient vraiment tannés des gens littéraires qui voulaient poser des questions. Qui voulaient que ça ait un rapport avec Ibsen. Ibsen ou bien Catherine Mansfield, qu'il ne faut pas oublier. Dans le livre, c'est plus Ibsen. Oui, c'est plus Ibsen. Oui, et je voudrais dire quelque chose sur l'amitié, et puis pauvre Patrick, il va rougir, mais... ne le regardez pas, s'il vous plaît. Mais Patrick et moi avant l'habitude, à l'époque où Casa Flores c'était un bar florissant sur l'avenue du Parc, là, pas loin du YMCA, puis une fois on a eu une dispute fraternelle autour de l'adultère. Et puis... Il est un sujet tout à fait fraternel. Et puis, je suis rentré, puis je pensais à ça, et puis quelques jours après, j'ai compris, tout seul, que ce n'était pas une dispute autour de ce comportement humain, mais sur l'utilisation du mot. Et curieusement, ça m'a donné une clé sur la convention, dans la littérature. Et ça m'a donné une sorte de clé, et j'arrête là. Pour ce livre-là? Oui, pour ce livre-là. Donc je dois ça à Patrick dans la mesure d'une sorte de dispute fraternelle autour d'un mot très 19e siècle. Alors, tu peux accepter ou pas. Est-ce que c'est un sujet récurrent dans les livres? C'est un sujet récurrent dans la fiction. Et dans les tiens? Oui. Les Américains ont comme proverbe You can't go home again. Et il arrive un moment dans le livre, qui est une des scènes que j'ai beaucoup aimé, qui est une scène très tendue, où après avoir été avec Lynn à la maison de poupée, il arrête chez Bruno pour discuter, puis ensuite, pour des raisons qui lui échappent peut-être, et que tu nous diras, il se retrouve dans son quartier d'enfance, et il se retrouve à la maison où il a grandi, qui était une maison minable, et l'occupant de la maison qui était construite par-dessus, qui le prend à partie, que faites-vous là? Parce qu'il est tard la nuit, puis ils en viennent presque à se battre. Oui. Et qu'est-ce qu'il allait chercher là, en fait, notre film? Parce que, bon, c'était un truc en anglais qui s'appelle a tear down, où on achète une maison non pas pour y vivre, mais on démolit la maison et on construit un super château par-dessus. Et on élimine le jardin, l'endroit où on accorde à linge, le petit arbre, enfin tout. Et c'est pas tellement quelque chose qu'on connaît ici, parce que, enfin pas encore, mais on a ça à Vancouver, Toronto, etc. Et puis Phil décide, parce qu'il est dans le coin, il décide d'aller voir son ancienne maison, mais bien sûr, parce que c'est un roman, cette maison a été démolie, puis il y a comme un genre de grossièreté qui est planté dessus sur un minuscule terrain de 50 par 150 pieds,
excusez-moi de ne pas être métrique, mais c'est petit. C'est aux États-Unis, donc c'est pas métrique là-bas non plus. Non, et ici non plus. Mon fils aîné est électricien et puis il travaille encore en impérial et pas en métrique. Il y a un roman, là. Oui. Alors, donc, évidemment, il y a le nouveau riche et puis l'habitant, et puis heureusement, le gars qui dit qu'est-ce que tu fous là est en haut, sur le balcon, sur la terrasse par-dessus le garage, et puis ils sont séparés par, je ne sais pas, un étage au moins, et les deux... Comme des chiens de faïence. Oui, les deux avaient bu un peu. Phil avec son ami et l'autre seul, et puis à un moment donné, Phil dit méchamment, j'espère que tu n'es pas tout seul en haut là. Et à ce moment-là, ben, c'est un peu comme le truc de Oedipe et l'étranger. Absolument, et Oui. la référence est là aussi. Oui. On va se battre avec un parfait inconnu et le tuer pour aucune raison, sauf qu'il est là. Mais heureusement, ça n'arrive pas. Oui, heureusement. Oui. Là, on en a trop dit. Oui. Avant de prendre vos questions, j'avais envie de vous lire un petit passage pour vous donner une idée de ce livre. Alors, ce moment-là, il est Phil avec le docteur Sheridan, qui se demande si elle avait bien fait d'organiser le 5 à 7 en question avec les différents patients. Rétrospectivement, je me suis demandé s'il avait été bien sage d'organiser cette réception. Ça n'a pas fait de mal à personne pour autant que je sache. C'était la première fois qu'elle exprimait un doute ou qu'elle laissait entrevoir la possibilité d'avoir réfléchi à propos d'un acte qu'elle avait accompli. L'idée était bonne. Elle a permis à certains d'entre nous de se connaître un peu mieux. Comme vous et Lynn Wolfe, par exemple. J'espère que ça n'a pas donné lieu à des rapprochements intimes indus. Après être partis de chez vous, nous sommes allés prendre un verre dans un bar, dans un centre commercial. Vous me croirez si vous le voulez, mais l'endroit s'appelle la Maison de Poupée. Je ne vous le recommande pas. Je me rends compte que l'intimité se manifeste constamment durant le processus qui mène à accepter sa perte, c'est inévitable. Mais je conseille aux partenaires potentiels de s'abstenir de s'engager sur ce terrain dans la mesure du possible. Une intimité qui se développe sur le terreau du deuil donne rarement des résultats positifs. Nous ne nous sommes pas retrouvés ailleurs qu'à la Maison de Poupée. Il mentait. Il s'était rapproché dans le stationnement et dans sa voiture aussi, séparée par le levier de vitesse. Il pouvait vivre avec ce mensonge. Le terreau du deuil, dit-il en répétant les mots du docteur Sheridan, je suppose que c'est ça qu'est devenu le lit conjugal. Il ne faut pas s'attendre à ce que la libido ne soit pas ternie ou érodée par le deuil, et les femmes ressentent davantage ces choses. Phil se pencha en avant. Êtes-vous en train de me dire que ma femme est plus affectée que moi par les problèmes qu'éprouve ma fille? C'est une femme, et votre fille aussi, ou du moins elle le deviendra un jour. Bien qu'elle fût sur la défensive, Anne Sheridan reculait. Il remarqua dans son comportement. Elle redressait le dos pour s'éloigner de lui de plusieurs centimètres. Tiens, c'est en métrique, ça. Phil avait réussi à faire passer son message, mais quel pouvait être le sien? On avait prévu d'ouvrir à des questions de la salle. Alors, si vous avez des questions à poser à David Homel, c'est maintenant ou jamais. Vous parlez maintenant ou vous vous taisez pour l'éternité comme dans les mariages. Oui, Freud a parlé de l'analyse terminable et interminable, c'est ça? Alors, à mon avis, ce sera une analyse terminable. D'accord. Entre ces deux-là. Parce que s'il n'y a pas de questions, on va continuer à boire, tout simplement. Oui. Et David vous signera les copies que vous avez achetées. Chantal. On parle le titre L'homme sur les décombres, le deuil, la faim, l'Ukraine, les années 30. J'ai l'impression que se profile aussi l'ombre de la joie derrière ça. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le rapport aux langues, puisque tu es traducteur. Donc, on parle de l'Europe de l'Est, des États-Unis et ici, en fait. Est-ce que ce rapport aux langues interfère dans le roman, et si oui, comment? Interfère. Écoute, Phil se demande toujours si lui est en quelque sorte responsable des troubles réels ou imaginaires de sa fille aînée. Si elle a lu des trucs quand elle avait 8 oui, ans. Et si elle a lu des textes, des investigations qu'il a faites comme journaliste, même si elle était très jeune, parce qu'à un moment donné, il a écrit sur
un morceau, enfin un long texte qui s'appelle Moi et Staline, comment les gens ont vécu en tant que déportés sous Staline, et est-ce que la lecture de cela aurait pu pousser sa fille à s'intéresser à la famine en Ukraine et tout. Enfin, c'est un père, un parent prêt à se blâmer pour tout ce qui ne va pas chez sa fille. Les deux sont des parents inquiets, en fait. Oui, oui, les deux sont des parents inquiets qui ne sont pas forcément unis par leur inquiétude, parce que l'inquiétude rarement unit les gens, les parents, n'est-ce pas? Vraiment. OK. Mais c'est sûr que... et puis, avec toute cette histoire de faire des reportages sur les réfugiés et tout ça, Phil comprend, il se rend compte qu'il est finalement deux générations, ou une génération, on ne sait plus maintenant, séparé de ces gens-là, ou son grand-père qui a fait la même chose, même son GPS et son téléphone et tout ça. Donc, il est avec ces populations réfugiées par la mémoire collective, si ça existe. Oui. La mémoire. La mémoire. La mémoire. Le mémoire, c'est autre chose. Oui, oui. Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec la langue et tout ça. Donc, il doit forcément se questionner sur ce point-là. Donc, il y a longtemps, c'est bizarre mais vrai, j'étais invité à l'université d'Alberta à Edmonton pour donner une conférence, et j'ai écrit sur les crypto-langues, c'est-à-dire les langues qu'on parle, qu'on comprend, ou qu'on a en nous, et sans qu'on le sache. Et puis, c'est sûr que c'est une question qui est riche pour les romanciers et les romancières. Mais juste pour préciser une chose, Oui. parce que dans la question de Chantal, il y avait l'ICI là-dedans, le livre se passe aux États-Unis. Écoute, moi, je voulais que ça se passe en banlieue, et ça se passe en banlieue. Ça se passe à Saint-Lin des Laurentides. Ou à Chambly. OK? J'ai pas senti ça du tout. Mais vu que l'Exergue, il y a une citation de Sorbello sur la ville de Chicago, c'est un peu comme gros message en néant. Mais ça se passe pas dans la ville, ça se passe En banlieue, mais une banlieue. en banlieue lointaine. Mais qui est déjà colonisé par des Salvadoriens, des gens d'Honduras et tout ça, qui sont en train de... Donc le mur n'est pas encore bâti. Non. Qui sont en train de vivre dans cette zone-là parce qu'on a besoin d'eux dans ces zones pour la main-d'œuvre. Il y a même des épiceries où on peut acheter des poupous. Voilà. C'est pas nous, c'est les Salvadoriens. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions, Anthony Ozangovitch? Oui. Est-ce que ton personnage, est-ce qu'il va en Ukraine? Si oui, où est-ce qu'ils vont? Non. Il va, pour son travail, il va en Serbie et il va jusqu'à la frontière croate à Šid. C'est juste vraiment un peu comme dire à la frontière croate, où il y a un passage... Est-ce que je le dis trop? Non, tu peux continuer. Il y a un passage des réfugiés entre la Serbie et la Croatie, entre c'est quoi la Haute Commission pour les réfugiés de l'ONU? OK, quelque chose comme ça. Commissariat. Oui, commissariat, merci. Donc, il y a du vrai, et ça se passait là. Marie-Louise et moi, on est passé par là en septembre 2015. Pas à pied. Et à cette époque, c'était curieux parce qu'il était illégal de ramasser ces gens-là dans sa voiture, même si on avait de la place. Donc, c'est Serbie-Croatie comme ça. Mais tu connais Anthony est croate, il connaît mon affection pour la région, qui, hélas, n'arrête pas.
occidentale. C'est une autre question, j'en ai une autre. Quand on écrit et qu'on traduit, c'est toujours intéressant d'être traduit, donc de voir ses propres livres traduits dans d'autres langues. Et là, c'est assez intéressant parce que ton livre paraît, si je comprends bien, en français avant de paraître en anglais. Quel effet ça fait? Physiquement, c'est à peu près la même chose. Il y a Jean-Marie Jo qui est juste devant toi un peu, qui est le traducteur. Et c'est assez inusité d'avoir son éditeur et qui est aussi ton traducteur en même temps. C'est un peu dangereux comme pratique commerciale et artistique, mais jusqu'à là, ça va. Et puis, bon, on s'est disputé encore fraternellement sur le fait que la langue française a trop de mots. Ce qui n'est pas... Comme disent tous les anglophones. Oui, oui. Et qu'en français, on n'écrit pas comme on parle, comme en anglais. Mais non, c'est... écoute, le lancement officiel de l'anglais, c'est la semaine prochaine. Puis les deux vont faire leur chemin parallèle. Et puis, c'est toujours intéressant. Bon, que dira le Devoir? Que dira la Gazette? Enfin, chaque médium fait son utilisation politique du livre. Voilà. Et je vis ça depuis mon premier livre. Alors, ça, oui. Chaque fois, tu as des titres anglais et français très différents. Le précédent, je t'avais déjà posé la question, et là, c'est la même chose. Comment se fait l'affinité dans la langue? C'est un peu Jean-Marie, la faute de Jean-Marie. Il a dit un truc dans les décombres, ou les décombres, et j'ai entendu dans les décombres. J'ai dit non, c'est quelqu'un qui était à Laval, et puis il y avait beaucoup de neige sur le toit, puis l'entrepôt s'est effondré, il était dans les décombres, et puis non, c'est sûr, c'est comme surfer sur les décombres de quelque chose, comme surfer sur les ruines, c'est pas ça que tu as dit? Non. Non. Je peux juste répondre à cette question rapidement, c'est juste que pour moi, un titre doit dire quelque chose, puis en anglais, The Tear Down, ça veut dire quelque chose. Et on ne pouvait pas dire juste en français démolition ou quoi que ce soit, quelque chose qui ressemble à ça. Il fallait accompagner le titre d'une certaine manière pour lui donner une vraie identité. Un titre, c'est une identité, c'est l'identité du livre, et c'est important. C'est pour ça que même le titre précédent, La fille qui parlait de la lune, Fledgling, c'était pas du tout quelque chose qu'on pouvait traduire directement, qui aurait donné une... On aurait dit quoi? On aurait dit les débutants, on aurait dit les... Ça ne savait pas ça. Il faut qu'un titre doit accompagner un livre pour lui donner une identité. Puis c'est pour ça que, surtout avec le contenu du livre de David, il faut qu'il y ait un véritable titre qui accroche et qui donne une espèce d'écho à ce qui est à l'intérieur. C'est juste... Chapeau qu'il soit. Oui, c'est pour ça. Puis c'est aussi un parti pris de traduction. Oui, d'ailleurs, en anglais, tear down n'est pas tout à fait compréhensible par tout le monde. À chaque fois, des mots anglais intraduisibles, c'est partie des dictionnaires de mots intraduisibles. Oui, tear down, c'est un mot de l'immobilier. Et puis, quand j'ai lu ça dans le Globe and Mail il y a 2 ans, j'ai dit, OK, je peux l'utiliser, mais si vous trouvez un anglo sur le boulevard Saint-Laurent, cette personne ne va pas forcément savoir ce que c'est. Écoutez, je suis traduit dans d'autres langues et puis j'ai pas ce problème. C'est différent, quoi. Tu as des titres en croate? Non, mais les livres de Marie-Louise et moi sont traduits en croate et en serbe, et puis c'est la traduction, parce que c'est Traveling Circus ou le cirque ambulant, puis c'est la même chose. Yeah, donc Put, comme vous savez, c'est le voyage, etc. Donc c'est la même chose. Donc c'est simple. Être traduit en mandarin, c'est encore plus simple. Parce que tu ne peux pas le lire. Mais je ne suis pas la seule personne à devoir se représenter son livre dans plus d'une langue. Tu fais la même chose. Moi, j'ai eu une traduction en espagnol, une en anglais de David Homel, et une en italien. Puis les titres étaient pas mal
Respecté. Oui. Taximan est devenu taximan. Oui, La plage des songes est devenue la playa de los sueños. oui. Puis, j'ai dit quoi en anglais, espagnol? Italien. Italien. Ah, Zombie Blues. Mais c'est la prononciation qui change. C'est toi qui me l'as expliqué d'ailleurs. Zombie Blues est devenu Zombie Blues. Alors, ben, c'est finalement, comme les livres, les romans ne sont pas faits de mots, mais ils sont faits d'émotions et des découvertes. Alors, un mot ici, un mot là, enfin, à vrai dire, c'est pas important. J'ai raconté ça souvent, mais la première fois que je t'ai rencontré à Québec, dans une rencontre internationale des écrivains, tu lisais à partir d'un extrait d'une traduction française d'un de tes livres, je pense que c'était Radbourne. Oui, oui, il pleut des rats. Il pleut des rats, et il y avait le mot sur lequel tu butais qui était tintinabulé. En fait, participe présent, tintinabulant. Oui. Là, il est tinti. Did I write this? Et donc, j'étais allé le voir après, je lui disais c'était tinkling dans la version anglaise. Oui, oui. Bon, écoutez, on va continuer à discuter avec un verre de verre à la main. Merci d'être là. Bravo à Lévide, bravo à Jean-Marie. Merci à Gallimard, à la librairie. Merci à l'Oméa Éditeur, qui est représenté par tout l'état-major, d'ailleurs. Oui, oui. Tout le monde est là. OK. Coupe le son.